Gilda Radner, l'une des pionnières du Saturday Night Live, vient de mourir du cancer. Elle avait 42 ans. Gilda Radner était une icône américaine de la comédie. Ses personnages du Saturday Night Live l'ont rendue populaire dans tous les États-Unis. Elle vous faisait rire avec une simple grimace. Elle avait du talent et elle a innové de bien des manières. Après avoir quitté le Saturday Night Live, Gilda connaît le succès à Broadway et dans plusieurs films. Mais derrière ces rires généreux se cachait la peine. Elle essayait de prendre de vitesse ce qu'elle considérait comme une malédiction familiale. J'ai pris le visage de Jean dans mes mains et j'ai sangloté. Je ne veux plus de mauvaises nouvelles. La peine, mais aussi la maladie. Je suis devenue boulimique avant que la médecine ait trouvé de nom. À chaque fois qu'elle mangeait, elle allait aux toilettes. Elle arrivait assez bien à le cacher. Le certificat de décès de Gilda Radner indique un carcinome ovarien, un cancer, comme cause de la mort. Le taux de survie d'un cancer des ovaires est de 90% s'il est pris à temps. Dans plus de 50% des cas, il touche des femmes de plus de 60 ans. Gilda est morte 2 ans et demi après le diagnostic. Alors je veux comprendre comment elle a pu développer une tumeur aussi agressive à l'âge de 42 ans. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. Voici le certificat de décès de Gilda Radner, délivré par l'État de Californie. Il mentionne comme cause de la mort un cancer des ovaires. Malgré son diagnostic tardif, ce cancer a été pris en charge par plusieurs spécialistes et Gilda s'est crue tirée d'affaire. Il faut que j'enquête pour savoir si elle a eu d'autres pathologies qui auraient pu accélérer la mort de cette comédienne adorée de tous. Michael Hunter peut compter sur un témoignage précieux pour arriver à ses conclusions. Les mots de Gilda elle-même, consignés dans des enregistrements où elle révèle ce qui a pu nuire à sa santé. J'ai hurlé. « Vous voulez dire que je vais mourir ?» Septembre 1985, Londres, 4 ans avant la mort de Gilda. La comédienne a quitté le Saturday Night Live 5 ans auparavant et cherche à faire carrière à Hollywood. Elle joue un rôle principal aux côtés de Gene Wilder, qu'elle a épousé un an plus tôt dans Nuit de noces chez les fantômes. C'est une grande opportunité. Gilda ne ressemblait pas à une vedette du cinéma. Elle avait plutôt les stéréotypes d'une comique. C'était un excellent choix de jouer avec Gene Wilder. C'était l'opportunité de jouer dans une comédie dont les ressorts comiques étaient parfaitement adaptés à son talent. Gilda s'est séparée de son premier mari, G.E. Smith, le directeur musical du Saturday Night Live. Elle rencontre Gene sur le tournage de La Folie aux Trousses en 1981. Elle a eu le coup de foudre pour Gene Wilder, et c'était réciproque. Ça a été le début de leur grande histoire d'amour. J'étais fan de Gene Wilder depuis des années. Mais la première fois que je l'ai vu en vrai, mon cœur s'est emballé. J'étais sous le charme. Ma vie est passée du noir et blanc au Technicolor. Gene était son prince charmant. Son plus grand rêve était qu'il l'épouse. À l'automne 1984, le rêve de Gilda se réalise. Le couple s'unit en France. Enchanté. Oui. Mais un an plus tard, alors qu'un tournage se profile, Gilda se sent mal. Elle pense souffrir d'une sorte de grippe. Pendant quelques jours, tout allait bien. J'étais en pleine forme et un matin, je me suis réveillée au plus mal. Je n'avais plus du tout d'énergie.
Le carcinome ovarien est un développement anarchique de cellules anormales sur les ovaires, qui forment une tumeur. Ce syndrome grippal peut très bien être l'un des premiers signes de ce cancer qui semble avoir fini par la tuer. Gilda a pu souffrir d'une fièvre néoplasique, également appelée fièvre tumorale. Ce symptôme est causé par le fait que la grande majorité des tumeurs libèrent des protéines qui entraînent une réaction en chaîne, affectant la partie du cerveau régulant la température corporelle, l'hypothalamus. Une personne cancéreuse sur 2 en est atteinte. Gilda Susan Radner est née à Détroit le 28 juin 1946. C'est le second enfant d'Herman et Henrietta Radner. Sa mère était assistante juridique. Son père avait déjà 53 ans lorsque Gilda est née. Son domaine d'activité était un peu particulier. Il a fait fortune pendant la Prohibition en important de l'alcool du Canada vers les États-Unis. Gilda est née dans une famille influente. Son enfance a été plutôt heureuse. Gilda avait pourtant un complexe. Elle était en surpoids, ce qui a entraîné des épisodes de harcèlement scolaire. Mais Debbie, sa nourrice, lui a appris à affronter ses harceleurs par une méthode qui bouleversera sa vie. Quand je rentrais à la maison en pleurant, elle me disait « S'ils te traitent de grosse, tourne-le à la plaisanterie. Coupe-leur l'herbe sous le pied avec une blague. » Quand j'étais ado, elle m'a appris que l'humour était une arme pour régler mes problèmes. Gilda imaginait souvent des pièces de théâtre pour sa famille, mais c'est surtout son père qui l'encourageait à s'exprimer. Elle adorait son père plus que tout. Herman, mon père, avait une personnalité incroyable. Quand il arrivait dans une pièce, son énergie était transformée. Même s'il n'avait jamais mis les pieds sur une scène, il avait la présence d'un grand artiste. Mais un drame survient. Quand Gilda avait 12 ans, son père a appris qu'il avait un cancer du cerveau. Il est mort 2 ans plus tard. Pendant 2 ans, elle a côtoyé la mort. Elle a été très choquée. Et sa mort a été une perte terrible pour elle. La comédie est ce qui m'a permis de m'éloigner de la tragédie. Cette vision comique du monde est ce qui m'a permis de bien m'en tirer. En 1972, Gilda s'installe à Toronto. 1 an plus tard, elle trouve le boulot de ses rêves. Elle est embauchée dans la Second City Comedy Troupe aux côtés de Dan Aykroyd, Eugene Levy et John Candy. Elle était encensée par la critique pour son talent et son sens de la comédie. Mais en 1975, on lui propose de rejoindre une émission qui va bouleverser l'histoire de la télévision. Gilda a été la première à être embauchée par Lorne Michaels, le producteur. Je pense que Lorne a vu chez elle un sens inné de la comédie, quelque chose de physique. Elle vous faisait rire avec une simple grimace. Elle a imaginé des personnages fantastiques et tellement originaux. C'était pour ainsi dire avant-gardiste. Quand je lis les rapports, je vois que Gilda a mentionné le fait d'avoir pris de la dexédrine, une amphétamine. La dexédrine entraîne un état euphorique en stimulant le système nerveux central. Il s'agit d'un traitement qui a été utilisé par des personnes devant travailler de longues heures. Mais Gilda explique dans quel cadre elle prenait ce traitement. Il lui a été prescrit dans les années 50, quand elle avait seulement une dizaine d'années. Quand j'étais enfant, je mangeais beaucoup trop. Ma mère m'a emmenée voir le médecin à cause de mon poids. C'est lui qui m'a mis sous dexédrine quand j'avais 10 ans.
Je vois que Gilda a été traitée peu de temps à la dexédrine, parce qu'elle montrait des signes indésirables, dont des variations d'humeur. Il n'y a aucun lien connu entre la dexédrine et le cancer des ovaires. Mais cette bataille contre son poids l'a mise sur une pente glissante. En grandissant, Gilda devient submergée par ses habitudes alimentaires. Un des sketchs récurrents dans le Saturday Night Live consistait à raconter ce qu'elle avait mangé. C'était le thème. Pendant 2 minutes, elle faisait la liste détaillée, sur un ton comique, de tout ce qu'elle avait pu avaler dans la journée. Mais ces rires dissimulent une véritable maladie. Je savais qu'elle avait des troubles alimentaires. J'avais bien vu qu'elle allait aux toilettes après chaque repas. J'ai appris à vomir. Je suis devenue boulimique avant que la médecine ait trouvé de nom. Quand elle était dans le Saturday Night Live, non seulement elle devait affronter son reflet dans le miroir, mais aussi dans le regard des téléspectateurs. Elle devait se montrer. C'était l'un des programmes les plus regardés. Et non seulement elle se montre, mais elle le fait aux côtés de femmes face auxquelles elle va inévitablement se comparer, ce qui a probablement aggravé son trouble alimentaire. Les troubles alimentaires comme la boulimie ou l'anorexie ont des effets catastrophiques sur l'organisme. C'est l'une des principales causes de mortalité en lien avec un trouble psychique. Mais il n'y a aucun lien entre ces pathologies et le développement d'un cancer des ovaires. Et je vois que depuis 1985, Gilda semble avoir pris le contrôle sur sa boulimie. Il est possible que cette maladie ait pu retarder la détection de son cancer, puisque l'on retrouve certains symptômes comme la fatigue et les ballonnements dans les 2 cas. Et en me basant sur les témoignages des proches, je vois qu'il existe une autre piste à explorer pour comprendre la mort de Gilda. Dès 1983, c'est-à-dire 1 an avant leur mariage, Gilda et Jean essaient d'avoir un bébé. On voulait tous les deux fonder une famille. Mais Jean m'a tout de suite dit que notre relation de couple était le plus important. Un bébé ne pourrait être la meilleure chose au monde que si nous étions heureux. La conception s'avère difficile. 1 semaine après le mariage, Gilda en fait part à son médecin. Je vois qu'une radio avec produit de contraste a été réalisée et qu'elle montre une obstruction des trompes de Fallope, ce qui empêche l'ovule d'accéder à l'utérus. On a proposé 2 solutions à Gilda. Mon gynécologue m'a dit que l'on pouvait suivre 2 voies possibles. La première était une fécondation in vitro et la seconde, une intervention chirurgicale pour ouvrir les trompes. Gilda choisit la voie la moins invasive, la fécondation in vitro ou FIV. Au cours d'une FIV, on prélève des ovules que l'on féconde avec du sperme en laboratoire. L'embryon est ensuite placé dans l'utérus de la mère où il devra grandir et se développer. Ce choix d'avoir recours à la FIV est significatif. La femme reçoit un traitement hormonal pour stimuler la production d'ovules afin d'augmenter les chances de fertilisation et de grossesse. Mais une étude récente indique que cela augmente le risque de cancer de l'ovaire. Pendant l'ovulation, les ovules percent la membrane de l'ovaire. Les cellules de cette paroi doivent se diviser pour la réparer et c'est là que le cancer peut survenir. Même si le risque n'est pas énorme, il reste présent. 7 jours après la fécondation in vitro, quelque chose ne va pas. J'ai commencé à saigner. Le médecin m'a dit de m'allonger, mais c'était pas un petit saignement. Ça coulait énormément. J'ai saigné pendant quelques jours, puis ça a diminué. On m'a fait une prise de sang. Résultat négatif. Je n'étais plus enceinte. Malgré cette épreuve de la fausse couche, Gilda poursuit ses efforts pour être enceinte. Quelques mois plus tard,
Elle est opérée pour débloquer ses trompes de Fallope. Cette opération peut se faire en laparoscopie, en insérant une caméra près du nombril, ou en laparotomie, c'est-à-dire en ouvrant l'abdomen plus largement. L'objectif est d'ouvrir l'ampoule tubaire de la trompe de Fallope en retirant du tissu cicatriciel, ou de créer un pontage pour contourner l'obstacle. Septembre 1985, Londres. 4 ans avant la mort de Gilda. La comédienne est en Angleterre pour le tournage de Nuit de noces chez les fantômes. Pendant une pause, elle fait un test qui révèle une surprise. Elle est enceinte. L'opération a fonctionné. Quoi de plus chou que d'imaginer Gilda Radner et Gene Wilder avec leur bébé? Rien que sur le plan capillaire, ça va faire jaser. Mais cette bonne nouvelle ne va pas durer. Une semaine plus tard, Gilda fait une seconde fausse couche. Des études démontrent qu'une grossesse portée à son terme réduit de 8% le risque de cancer des ovaires. Mais les femmes ayant fait des fausses couches ont 2 fois plus de risques d'en contracter un. On sait que Gilda en a fait 2, mais il est possible qu'il y en ait eu d'autres. Il est donc fort probable que ça ait joué un rôle dans sa mort. Janvier 1986, Los Angeles, 3 ans avant la mort de Gilda. L'actrice est de retour chez elle pour 2 mois. La fatigue qu'elle ressentait à Londres se manifeste à nouveau. Un examen médical complet lui est prescrit. Je vois que le médecin de Gilda a diagnostiqué un virus Epstein-Barr, responsable entre autres de la mononucléose. C'est une affection bénigne qui se traduit par de la fatigue, de la fièvre et des douleurs musculaires. Gilda a pu contracter cette maladie, mais ses symptômes sont identiques à ceux du cancer des ovaires. Il s'agit peut-être d'une erreur de diagnostic. Au cours des mois qui suivent, l'état de santé de Gilda stagne. Pensant qu'elle souffre de quelque chose de plus grave, elle consulte un autre médecin qui lui suggère que ses troubles sont d'ordre psychologique. Elle serait déprimée suite à ses fausses couches. Elle a toujours eu le sentiment d'être hyper névrosée. Alors quand ce médecin lui a dit que c'était psychologique, elle s'est dit « pourquoi pas ? Si ça se trouve, c'est uniquement dans ma tête. Je suis trop névrosée peut-être. » Avril 1986. 3 ans et 1 mois avant le drame. Gilda est aux États-Unis, Gene, lui, est à l'étranger. Accablée par la fatigue, elle commence à ressentir d'intenses douleurs pelviennes. Elle va voir un gynécologue dans le Connecticut. La prise de sang ne révèle rien de particulier. J'ai eu des crampes dans le bas du ventre. Il a dit que c'était un Mittelschmerz. Donc j'ai un Epstein-Barr et un Mittelschmerz. Avec ça, je vais devenir la reine des névrosés. Le Mittelschmerz, c'est l'apparition de crampes en période d'ovulation. Encore une fois, je pense que c'est une erreur de diagnostic et qu'une autre opportunité de traiter le cancer à temps a été manquée. Gilda avait pris le parti de rire de son côté névrosé. Elle n'arrêtait pas de le tourner au ridicule. C'est ce qui a peut-être poussé certains à considérer que tous ces problèmes étaient psychologiques. Les gens ont eu tendance à se dire que tout ça, c'était dans sa tête. À chaque fois que Gilda est passée à côté du diagnostic de cancer des ovaires, ses chances de survie ont diminué. Quand ce type de cancer est pris à temps, il y a 90% de chances de survie. Mais au bout de 5 ans, les chances descendent à 36% et à 18% si le cancer est au stade 4. Gilda se tourne alors vers certaines alternatives.
Des pratiques qui pourraient bien avoir accéléré l'issue fatale de sa maladie. Gilda Radner, l'une des pionnières du Saturday Night Live, vient de mourir du cancer. Elle avait 42 ans. Le 20 mai 1989, Gilda Radner, comédienne adulée, meurt d'un cancer des ovaires à 42 ans. Michael Hunter, médecin légiste renommé, se penche sur son dossier pour comprendre comment a pu survenir une mort aussi prématurée. Jusque-là, j'ai découvert que Gilda avait subi une FIV et au moins 2 fausses couches. Ces événements sont des facteurs de risque qui ont augmenté la probabilité qu'elle contracte un cancer des ovaires. Elle souffrait également de troubles de l'alimentation, qui n'a aucun lien avec cette tumeur, mais qui peut expliquer comment le développement du cancer est passé inaperçu et n'a pas pu être traité précocement. 1986, Los Angeles. 2 ans et 6 mois avant la mort de Gilda. Les symptômes s'aggravent. Outre la fatigue et les crampes dans le ventre, elle souffre désormais de douleurs dans les jambes et de ballonnements. Faute de prise en charge médicale satisfaisante, elle se tourne vers la médecine alternative en espérant qu'elle viendra à bout de ses symptômes. On lui a fait toutes sortes de suggestions étranges. Prescrit des substances bizarres. Elle est allée jusqu'à manger de l'écorce d'arbre. Loin de lui apporter des réponses, cela a ajouté à sa confusion. J'ai vu des patients qui ont consulté tellement de monde qu'ils ne savent plus qui croire. Son généraliste lui propose un traitement laxatif au citrate de magnésium, son guérisseur, un simple lavement. Je me suis soudain demandé comment ménager la chèvre et le chou. Est-ce que je prends les laxatifs ou est-ce que je prends les massages et le lavement? J'étais tiraillée entre 2 visions de la médecine. D'un côté, la traditionnelle, de plus en plus dure à avaler, et l'alternative qui lorgnait mes fesses. Quand elle est associée à un traitement, la médecine alternative permet aux malades du cancer de se sentir mieux. Mais elle peut aussi représenter des risques et même avoir des conséquences fatales. Si vous voulez y avoir recours, vous devriez en informer votre médecin. Dans le cas de Gilda, les 2 praticiens ont pensé que la cause de ces ballonnements était une constipation. Le recours au laxatif ou au lavement aurait eu un effet similaire. Mais aucun de ces 2 traitements n'aurait changé quoi que ce soit au cancer des ovaires, qui était probablement la cause de ce symptôme. 24 octobre 1986, Los Angeles. 2 ans et demi avant la mort de Gilda. Son généraliste l'envoie à l'hôpital pour d'autres examens. L'un des résultats d'une prise de sang réalisée une semaine plus tôt étant anormal. Gilda se sent enfin soulagée. J'ai esquissé un sourire en me disant « Cette fois, quelqu'un me croit ». Le médecin est entré dans la pièce. Jean et moi, on l'a regardé et il nous a dit calmement « Nous avons découvert une tumeur maligne ». Et j'ai senti toute mon énergie s'en aller. Une sorte de cri guttural primitif est sorti de ma bouche. Jean m'a dit qu'il était si animal qu'il s'en souvenait encore. C'était un cri bestial, comme si on venait de me donner un coup de poignard. J'ai pris le visage de Jean dans mes mains et j'ai sangloté. Je ne veux plus de mauvaises nouvelles. Le cancer de l'ovaire de Gilda est de stade 3. Un stade 3 signifie que le cancer s'est répandu sur l'ovaire et dans les environs immédiats, dans la cavité abdominale. Il n'y a que 4 stades au cancer. Un stade 3 est donc critique. Mais le fait qu'il ne se soit pas transmis ailleurs dans le corps est une bonne nouvelle. 2 jours plus tard, Gilda subit une opération chirurgicale pour retirer la tumeur de la taille d'un grain de raisin.
Cette intervention met un terme à ses projets de fonder une famille. L'opération s'est terminée par une hystérectomie totale. Je n'aurai pas de bébé. Tout s'est passé si vite. Je n'ai pas réalisé avant l'opération que ça impliquerait qu'on m'enlève l'ensemble de mes organes reproducteurs. Une hystérectomie totale implique le retrait de l'utérus, du col de l'utérus, des ovaires et des trompes de Fallope. Cette mesure était nécessaire pour stopper la progression de la tumeur ou de métastases dans d'autres régions du corps. Après cette intervention, le pronostic vital a dû s'améliorer. Octobre 1986, 2 ans et demi avant le drame. Gilda se remet de l'opération. La prochaine étape de son traitement est une chimiothérapie. Après l'intervention, l'oncologue nous a dit que je devrais avoir 9 séances de chimiothérapie. Une toutes les 3 semaines. Je ne saurais même pas décrire à quel point elle redoutait ça. Il fallait qu'il l'endorme pendant 2 jours parce qu'il voulait éviter qu'elle fasse un rejet violent. Gilda détestait ça. Je pense que c'est ce qu'elle a le plus détesté au monde. La chimiothérapie consiste en l'injection en intraveineuse de molécules cytotoxiques qui vont détruire les cellules cancéreuses. Ces produits circulent à travers tout le corps du patient et attaquent au passage certaines cellules saines, ce qui le rend vulnérable aux infections. Parmi les effets secondaires, chez Gilda, il y a eu la perte des cheveux, les nausées, la fatigue et le risque de lésions nerveuses dans certaines parties du corps. 3 juin 1987, Los Angeles, 1 an et 11 mois avant la mort de Gilda. La comédienne vient de terminer sa chimiothérapie. Elle doit encore être suivie pour rechercher toute trace cancéreuse. Ils ont trouvé de toutes petites tumeurs dans le pelvis. Il a fallu la réopérer. J'étais anéantie. Je pensais que tout ça était fini. Je voulais juste dormir. Je ne voulais plus voir personne. J'étais furieuse que ce cancer soit si insidieux, qu'il m'ait piégée et que ce ne soit pas encore terminé. Il fallait que je pense encore à la mort, que je risquais de mourir de cette maladie. C'est toujours très difficile pour les patients de subir cette sorte de yo-yo émotionnel. Après la découverte de ces nouvelles cellules cancéreuses, je vois que Gilda a dû subir 6 sessions de chimiothérapie de plus, administrées directement dans sa cavité péritonéale. C'est la poche dans laquelle se trouvent les intestins, l'estomac et le foie. Il n'est pas rare qu'un cancer ovarien récidive à cet endroit. Les cellules se baladent librement dans la cavité abdominale et s'accrochent où elles peuvent. Mais avec une chimiothérapie ciblée comme celle-ci, Gilda avait encore de grandes chances de vivre encore de longues années. Elle a trouvé une raison, malgré cette rechute, d'avoir un petit peu d'espoir. Décembre 1987, Los Angeles. 1 an et 5 mois avant le drame. Gilda vient de terminer son traitement. Elle pense être débarrassée du cancer. Et voilà, je suis au bout du traitement. Fini les tortures. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Le cancer est derrière moi. J'ai retrouvé la santé. Il faut compter 5 ans de rémission complète, sans aucune trace de cancer, avant de parler de guérison totale à un patient. Ce n'était pas le cas de Gilda, mais le fait qu'elle se sentait à nouveau en pleine forme était un signe positif. 8 mars 1988, 1 an et 2 mois avant sa mort. Gilda fait une apparition dans le Garry Shandling Show. C'est sa première émission de télévision en 8 ans. Je me demandais ce qui se passerait quand je ferais mon entrée. Je ne savais pas si j'avais l'énergie de le faire. Mais j'ai senti le calme en moi. Je me suis sentie chez moi. Après tout ce que j'avais traversé, je ne savais pas si je serais encore drôle.
Mais si. Elle avait peur que les gens ne se souviennent pas d'elle. Ça paraît absurde. Je ne vois pas comment les gens auraient pu l'oublier. Un de mes amis a vu l'émission. Il m'a dit « J'ai vu quelqu'un avec la joie de vivre ». Cette apparition vaut à Gilda d'être nommée aux Emmy Awards. Et un mois plus tard, elle reçoit une autre excellente nouvelle. Je vois dans son dossier qu'en avril 1988, une recherche de CA125 a été réalisée. Il s'agit du marqueur tumoral dans le sang du cancer des ovaires. Le taux de ce marqueur est un bon indicateur du succès ou de l'échec du traitement qu'elle a suivi. Pour être normal, ce taux doit être inférieur à 35. Sur la prise de sang de Gilda, on voit qu'il est entre 7 et 8. C'est une bonne nouvelle qui indique que le traitement a marché. Alors que s'est-il passé pour qu'un peu plus d'un an plus tard, Gilda trouve la mort? 3 mai 1988, Stamford, un an avant le drame. Gilda est suivie par un autre oncologue qui lui apprend une nouvelle terrible. Je vois que cet oncologue lui a révélé qu'il y avait eu une erreur de traitement lors de cette prise de sang. Le taux de CA125 n'était pas entre 7 et 8, mais entre 40 et 45. Et depuis, il a grimpé à 90. C'est le signe dévastateur que le cancer est revenu. Ce 3 mai à 11 h du matin, mon petit nuage de positivité a été détruit. Je tremblais, je pleurais. Le même jour, un scanner confirme le diagnostic. Le scanner a révélé la présence de nodules dans la partie supérieure gauche de l'abdomen, des cellules cancéreuses dans le foie et une ombre dans les poumons. Cette fois, c'était le stade 4. J'ai hurlé « Vous voulez dire que je vais mourir ?» Il a dit non, mais d'une voix peu assurée. « On peut vous soigner. C'est pas microscopique, mais c'est possible. » Son oncologue a prescrit une nouvelle chimiothérapie. Mais à ce stade, ses chances de survie n'étaient que de 10%. Pendant cette nouvelle chimiothérapie, Gilda cherche d'autres remèdes ailleurs. J'ai dit à Jean, « Je ne veux plus voir ce médecin. C'est la mort. Je ne veux plus avoir affaire au monde médical. » Elle opte pour un régime macrobiotique. Le régime macrobiotique évite les aliments contenant des toxines. En général, il est composé de céréales entières, de riz brun, de fruits et de légumes, et proscrit les produits laitiers et la viande. Il n'y a aucune preuve scientifique que ce type de régime a un effet positif sur le traitement d'un cancer. Jean soutient Gilda dans cette démarche, mais insiste sur la nécessité de continuer à voir un oncologue. En juin 1988, 11 mois avant la mort de Gilda, le couple s'adresse à un nouveau spécialiste de la chimiothérapie à New York qui recommande un cocktail offrant 85% de chances de réussite. Il est associé avec un autre oncologue, le docteur Barry Boyd. La première fois que j'ai rencontré Gilda, je me suis tout de suite senti connecté. J'ai tout de suite été franc. Je lui ai dit, je ne sais pas comment, mais on va trouver une solution pour vous. Mais elle savait à quoi s'attendre. Elle savait que ce serait une longue bataille. La première chose que le docteur Boyd a faite est d'arrêter le régime macrobiotique. Elle avait perdu 15 kilos. Sur quelqu'un qui serait en pleine forme, pas de problème. Mais c'est vraiment pas une bonne idée si vous souffrez d'un cancer avancé. Ça ne fait que rendre plus défavorable votre tolérance à la thérapie. Notre premier objectif était donc qu'elle reprenne du poids.
Gilda a choisi une hospitalisation à domicile. Après quelques mois de chimiothérapie, elle va déjà mieux. Elle était heureuse et ça se voyait. Je pense qu'elle se sentait plus à son aise d'être traitée à domicile et que ça l'a aidée à regagner un peu d'espoir. Cette chimiothérapie faisait appel à un dosage métronomique, de petites doses à intervalles plus proches. Le principe de ce protocole est d'aider à accepter le traitement en réduisant les doses, tout en enrayant le développement de nouveaux vaisseaux nécessaires à la croissance de la tumeur. Et ça a porté ses fruits. Son taux de CA125 a commencé à descendre. It's Always Something par Gilda Radner. C'est à ce moment-là qu'elle commence les enregistrements pour sa biographie. J'étais fan de Gene Wilder depuis des années. Mais la première fois que je l'ai vu en vrai, mon cœur s'est emballé. J'étais sous le charme. Gilda tenait absolument à écrire un livre sur son cancer. Elle pensait que ça pourrait peut-être lui permettre de reprendre le contrôle de son histoire. Il nous a dit calmement, nous avons découvert une tumeur maligne. Elle a appris beaucoup de choses de cette épreuve et elle voulait la partager. « 17 mai 1989, 3 jours avant le drame. Malgré ce nouveau protocole, l'état de santé de Gilda se dégrade. Elle est transférée au centre hospitalier Cedars-Sinai de Los Angeles pour un scanner. Gilda est endormie pour subir l'examen. Elle ne se réveille pas et plonge dans le coma. Jean est à ses côtés quand elle s'éteint le 20 mai 1989 à 6h20 du matin, emportée par le cancer. Gilda Radner, l'une des pionnières du Saturday Night Live, vient de mourir du cancer. Elle avait 42 ans. J'étais tellement dépassée, tellement choquée. Je me suis mise à pleurer. Gilda avait en elle quelque chose d'unique. C'était tellement triste. J'ai beaucoup pleuré. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai trouvé si triste qu'elle n'ait pas été diagnostiquée plus tôt. J'ai trouvé ça injuste. J'étais en colère, mais j'étais surtout très triste pour Jean. Gilda est morte un samedi. L'Amérique a appris son décès en regardant le dernier épisode de la saison du Saturday Night Live, présenté par Steve Martin. Pour lui rendre hommage, il a diffusé un sketch où il dansait en duo avec elle. Gilda est morte d'un cancer de l'ovaire 2 ans et demi après son diagnostic. Malheureusement, elle présentait des symptômes de cette maladie depuis bien plus longtemps. Des antécédents médicaux ont entraîné des erreurs de diagnostic. Il existe un élément qui, s'il avait été repéré un peu plus tôt dans la vie de Gilda, aurait probablement pu la sauver. On ne sait pas bien ce qui cause le cancer de l'ovaire, mais ce qui est indiscutable, c'est qu'il existe un facteur de risque génétique. J'ai découvert que plusieurs membres de sa famille avaient eux aussi développé un cancer. Un cancer du sein pour sa mère, un cancer de l'ovaire pour sa tante, et une cousine cumulant les deux. Depuis son enfance, Gilda était hantée par le spectre du cancer. Elle essayait de prendre de vitesse ce qu'elle considérait comme une malédiction familiale. Pourquoi aucun médecin n'a dit « Vous savez, on s'en fait peut-être pour rien. Mais si on allait quand même vérifier si c'était un cancer de l'ovaire.
Peut-être qu'on devrait imaginer ça. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette maladie? Si un seul médecin s'était posé cette question, elle serait encore en vie. Gilda a affronté un cancer dans les années 80, avec des antécédents familiaux connus. Le seul test qu'elle a reçu était un dosage de CA125 dont le résultat était faux. Donc, il a été impossible d'attaquer la tumeur de façon précoce. Les familles présentant une fréquence anormale de cancer du sein ou de l'ovaire partagent une mutation génétique héréditaire que l'on peut facilement détecter. Ces mutations apparaissent dans les gènes BRCA1 et BRCA2. Les femmes porteuses de ces mutations ont 70% de chances de développer ce genre de cancer. Le lien avec le gène BRCA et le cancer n'était pas encore connu à l'époque, donc elle n'aurait pas pu être détectée de cette façon. Mais les antécédents de cancer du sein et des ovaires dans sa famille auraient dû être pris en compte. Après examen de toutes les pièces du dossier, Michael Hunter peut établir quelle a été la cause réelle de la mort de cette comédienne aimée de tous. Je sais que dans les derniers mois, le cancer de Gilda est devenu résistant à la chimiothérapie qu'elle recevait. Il a donc continué à proliférer et des métastases sont apparues dans d'autres organes, dont les poumons. La quantité de tissu pulmonaire sain a fini par être si ténue que ses poumons ne pouvaient plus absorber suffisamment d'oxygène pour qu'elle respire. Et toutes ses fonctions vitales ont ralenti, une à une. La circulation sanguine vers les organes nobles a fini par s'arrêter, ce qui a provoqué une crise cardiaque et la mort de Gilda. Elle n'aurait pas pu faire grand-chose pour empêcher le développement de ce cancer. Mais ses antécédents familiaux auraient dû être pris en considération quand les premiers symptômes sont apparus. Le cancer aurait pu être diagnostiqué plus tôt et ses chances de survie auraient été de 90%. Hélas, Gilda n'a pas été la seule à être victime d'une erreur de diagnostic sur un cancer des ovaires. Mais elle a permis de sensibiliser les femmes en racontant son histoire. Et le Gilda's Club, une fondation créée en son honneur, continue à diffuser l'information. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'elle n'aura été sur scène que peu de temps, mais que son héritage est immense. Il faut qu'on se souvienne de Gilda comme d'une comédienne, une femme qui a permis de transmettre un message très important. Ces personnages vivent toujours. Ils sont incroyables. Ces créations tellement névrosées ont ouvert une voie. Elle a réussi à faire rire les gens.